Bonjour Voilà. Diamant. Diamant. Ouais, ça se voit que j'ai pas beaucoup dormi. Hein. Merci. Bon, ça va ? Ça va. Hop là, donc comme je disais, on passe de l'espace à la montagne avec le K2. Et puis tu vas nous expliquer ce que c'est parce que en vrai, personnellement, j'en sais En vrai, strictement rien. j'ai un lien avec l'espace de fou que je vous dirai un peu après. Mais du coup, Ouais. le K2, bon, vous avez vu les images, donc le K2 c'est une montagne, mais c'est pas n'importe quelle montagne. Alors c'est un peu moins que c'est pas la plus connue, mais vous allez voir que pourtant elle a des raisons de l'être. En gros, le K2, c'est la montagne la plus aujourd'hui, c'est le Graal de tout alpinisme extrême. Bah, son Graal, c'est le K2. C'est-à-dire qu'il y a l'Everest que tout le monde connaît maintenant, le plus haut sommet de la planète Terre. Qu'aujourd'hui, un alpinisme un minimum rodé, c'est banal, tu vois. Genre tout le monde a fait l'Everest. Bon, je dis ça, c'est pas vraiment le cas, mais vous avez compris. Le K2, c'est un autre niveau que l'Everest. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais déjà, avant de dire pourquoi, est-ce que vous savez où c'est le K2 ? Voilà. C'est au Népal. Est-ce que c'est dans. Alors, ça a plusieurs solutions. Moi, je Ah, pense que est-ce c'est pas dans les Andes. Non. Enfin, c'est pas dans, Attends, c'est pas dans les Alpes. J'ai quand même fait une diapo magnifique, donc on va la mettre. Je pense que c'est pas dans les Alpes. C'est soit en Himalaya, soit dans les Andes. Et je pense pas que c'est dans les Rocheuses. Ah bah, du coup, Himalaya. Je vais vous donner un premier indice. Déjà, pourquoi ça s'appelle K2 ? Je reviendrai plus en détail dessus, mais le K, c'est le nom de la chaîne de montagne. Donc, voilà, K égale le nom de la chaîne de montagne. Donc c'est pas l'Himalaya. Alors, c'est pas Après, l'Himalaya, c'est pas l'Himalaya. Cordillère des Andes avec un K. la cordillère des Andes. C'est le. Non, c'est pas le Caucase. Non. Ben non, parce que Caucase, c'est avec un C. Je pense que vous la connaissez pas parce qu'elle est très technique. En vrai, j'ai commencé par l'indice le plus dur. Ça, franchement, si vous Je pense que connaissez- je la connais pas. C'est pas en Perse. Merde, non, ça. Alors, je vais continuer pour vous aiguiller un peu. Maxime, tu étais tombé plutôt juste. C'est. Alors, est-ce que c'est ça ? Ah non, c'est pas ça. Bon, c'est pas loin de l'Himalaya du coup. Déjà. Donc, c'est pas l'Himalaya, mais c'est pas loin. Ça, c'est une photo de l'Everest, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc, du coup, c'est pas en Afrique, c'est pas en Amérique du Sud. Non, le Kilimandjaro est seul pour information. Donc, c'est quelque part Réel. plus vers l'Himalaya. Mais c'est pas non plus à côté de l'Himalaya. Donc, Ah Ça me putain, vient pas les Non, c'est pas les Atlas. ça commence par un K, mais je pense que vraiment t'as pas le nom. Mais Mais si, je suis sûr, je l'ai, je le connais. je te donne un dernier indice. C'est à la frontière de la Chine, quelque part. Bah après, c'est grand, la frontière de la Chine. Bon, ça doit être avec le En sachant que l'Himalaya, pour ceux qui savent pas, c'est plus vers le C'est au Népal. Népal. Donc c'est pas si loin de l'Himalaya que ça, à la frontière de la Chine. Voilà. Ouais, mais c'est peut-être que je considère tout ça comme Je l'ai l'Himalaya pas vu. et pas comme autre truc. Bah, en vrai, l'Himalaya c'est très grand. Hein. Et en gros, t'as toute la zone vers le Népal et tout qui est considérée comme ça. Mais en fait, du coup, c'est. Je vais vous montrer où c'est. Prochaine diapo, normalement, voilà, c'est là. Ah ouais. Ok, moi Donc je dis en que c'est fait, c'est l'Himalaya. à la mais ok. frontière sino-pakistanaise. Donc c'est au niveau entre la Chine et le Pakistan. Plus au-dessus de l'Himalaya, là, si vous voyez l'Himalaya, c'est plus bas en fait. Et c'est dans une Ok. chaîne de montagnes qui est dans la continuité de l'Himalaya et qui s'appelle, alors faut que je retrouve le nom parce qu'elle est insupportable à dire, je l'ai mis sur mes papiers, la chaîne de montagne, c'est Karakoram si je dis pas de conneries. Mais tu l'avais, non ? Est-ce que tu Ka- l'avais Oui, parce que Ah, alors tu sais pourquoi je connais tu ça? l'avais Parce Genre que c'est le nom vraiment aussi. Karakoram, pardon. Voilà, c'est le nom d'une route commerciale des anciennes routes de la soie qui est contrôlée par des empereurs et qui a des guerres avec les empereurs tibétains et les empereurs chinois pour contrôler le plateau du Tibet. Enfin. C'est pas ridicule parce qu'en vrai, si tu regardes, c'est juste au-dessus du Cachemire et tout. Donc, Ouais, enfin, tu vois, moi, quand j'ai vu ça, j'allais faire la remarque. Le Cachemire, quelle belle région, Ouais, à merdier. Mais en vrai, le K2 c'est plutôt tranquille et vous allez comprendre pourquoi. Ouais, Karakoram. Oui, bah, Karakoram, voilà, Ouais. exactement comme ça. Ouais, Et mais je alors pense. déjà, Ok. juste pour parler un peu de cette chaîne de montagnes de fous furieux. Alors certes, tout le monde connaît l'Himalaya parce qu'il y a le plus gros sommet du monde. Le Karakoram, c'est quand même une chaîne de montagnes qui héberge 6 des sommets qui font plus de 8000 mètres sur Terre, sur 14 il me semble. Voilà, donc ça se pose là. Ah oui. Et il y en a plein qui font 7000 aussi. Voilà. Donc Oui. c'est C'est plutôt pas mal. mal. Et donc pour continuer sur cette région-là,
Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc, le K2, c'est la deuxième montagne la plus haute du monde, du coup. Donc, juste derrière l'Everest, c'est aussi pour ça qu'elle est très prisée, parce qu'en gros, t'as l'Everest qui fait 8848 mètres, et le K2, c'est 8611 mètres. Donc, c'est quand même pas beaucoup plus bas, tu vois, c'est quasiment pareil. Mais c'est beaucoup moins populaire du coup. Bah en fait c'est beaucoup moins populaire pour les raisons que je vais décrire plus tard, vous allez comprendre pourquoi. Mais déjà en termes de stats, faut savoir que le K2 par rapport il y a plus de gens qui sont allés dans l'espace que de gens qui ont atteint le sommet du K2. Si je te... Il y a beaucoup de gens qui sont allés dans l'espace. C'est En fait, une il y en a dinguerie, ça, par contre. très peu comparé à la taille de la population humaine, mais il y a quand même beaucoup de gens qui en sont vrai allés il y dans a l'espace. environ 600 personnes différentes qui sont allées dans l'espace depuis les... Donc quoi, 400 Américains, Voilà. une connerie comme ça. J'ai pas les stats de ça mais voilà. Non mais la navette spatiale. Et hein, à votre avis, combien il y a de personnes qui sont montées sur le sommet du K2? 20. Non quand même plus. 300 en vrai, 300, 400. Ou par là, c'est 450. Ah ouais. Oh, Donc, putain, je suis bon au juste prix. hein. Là, c'est bon. Ouais, je suis pas mal. Je vise bas. Et pour ceux qui veulent le chiffre de l'Everest, bah l'Everest c'est 6000 personnes. Oui, mais ça tourne Ah. pas, hein. Bah en fait l'Everest, C'est que 6000 personnes. bah ça reste quand même. Ouais, mais. En fait enfin, ça coûte cher. Ah oui. Ça coûte cher, tu vois. Mais donc 12. Non, mais et aussi le deuxième point particulier du K2, un peu triste malheureusement, c'est que c'est la montagne. C'est plus le cas, mais c'était il y a pas si longtemps que ça la montagne la plus mortelle en termes de taux de mortalité par rapport au nombre de gens qui montent. C'est-à-dire qu'il y a 450 personnes qui sont montées environ pour 80 personnes qui en sont mortes. Ce qui fait environ 20% de gens qui meurent en montant le K2. Sélection naturelle. Ah ouais. Il y a moins de, 80 qui revenaient, tu vois. il y a Ça moins, fait il y a peur, moins de finalement. gens, il y a moins de gens qui meurent dans l'espace par exemple, je pense. Je sais pas combien de gens qui sont morts dans l'espace, mais à mon avis, il n'y en a pas 80. hein. Aucun. Enfin, Voilà, tu vois. pas dans l'espace. Il y en a qui sont. Des suites d'accidents ou des trucs là, mais même il y en a pas tant que ça. Il y a quelques Russes, il y a quelques Américains, mais peu, en fait, jamais dans l'espace. Il n'y a pas de corps humain dans l'espace. Il me Après, semble pas. j'ai plus le chiffre de l'Himalaya, mais il y a eu beaucoup plus de morts à l'Himalaya, mais parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'y sont allés. Et si tu fais le pourcentage, l'Himalaya c'est 4% de gens qui meurent pour 20% le K2. Oh là là. D'où le titre. C'est quand qu'on se fait cette petite randonnée, messieurs là Ah, mais ça tombe bien, je vais vous décrire l'itinéraire, vous allez voir, c'est très sympa. Si vous êtes un peu un alpiniste, amateur, que vous kiffez, vous Ouais, allez c'est vrai. faire, je sais pas moi, Bon, la dernière fois, j'ai monté mon vélo. Vous- C'est. 100 mètres. Ouais, c'était sacré effort. vous êtes à Grenoble, vous Oh, faites le moucherotte, bah vous allez faire le K2, voilà, tranquille. Arrête, le mouchoir, c'était déjà bien. hein. Mais en fait, déjà, le K2, pour vous dire pourquoi il y a aussi peu de gens qui l'ont escaladé, bah, le premier problème du K2, c'est que c'est vraiment très 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 isolé. Genre, à tel point en fait que, vous savez pourquoi on appelle ça K2? Bah, tout simplement parce que c'est dans le Karakoram, que c'est numérotation, ils ont mis 2, je sais pas pourquoi. Et il y en a d'autres, il y a K2, il y a K1, K2, K3, K4, K5, K6. Sauf qu'aujourd'hui, tout cela, on les a renommés parce qu'il y a une convention qui s'appelle, c'est un truc britannique, le Great Trigonometry Survey, qui était un projet britannique dans les années 1850, un truc comme ça. Qui était en fait, le but c'était d'aller en Inde et de cartographier les montagnes. Donc ils ont un peu dérivé par là. Et en fait, l'idée c'est que ils essayaient le plus possible de donner le nom local des montagnes quand il y en avait. Comment ça? Les Anglais qui T'as vu ça? respectent. Les Anglais qui respecteraient Des une Anglais culture qui locale? respectent la culture locale. Mec, tu mens. Bah je te jure que c'est vrai. Et par exemple, ils ont renommé le cassis. J'ai plus le nom. Comment ça s'appelle maintenant? C'est bon ça le cassis. Mais parce que c'est très bon le cassis. Mais ils l'ont renommé puisqu'ils ont trouvé un nom local. Le K2, il n'y a pas de nom local parce que c'est trop perdu en fait. C'est-à-dire que les derniers villages où il y a encore des gens qui habitent, si tu veux voir le K2 depuis cet endroit-là, faut encore que tu te tapes un trekking de plus de plusieurs centaines de kilomètres sur un glacier. Même eux, ils savaient pas ce qu'il y avait à côté. Donc du coup, mais c'est pas que c'est juste qu'en fait c'est la montagne et enfin en fait c'est beaucoup trop isolé, tu vois. Donc il y avait même pas de noms locaux. Donc les gens qui l'ont découvert, c'est les Britanniques lors de leur expédition qui l'ont vu la première fois en 1856 par un topographe qui s'appelle Thomas George Montgomery. Voilà. Et il nommera le sommet et ensuite il y a un mec qui va en 1861 revenir et va confirmer l'emplacement précis du sommet niveau cartographiquement. Donc il va faire OK, c'est bien là, je confirme. Mais ils sont montés ou Ils sont pas montés, ils l'ont juste Ouais, vu. et ils l'ont vu, En oui. gros, ils y sont allés. Déjà, ils sont tapés quand même une bonne rando, tu vas voir. Et ils l'ont vu et ils ont fait OK, c'est là, ça existe. On va l'appeler. Au début, il a donné son nom, il l'a appelé le Godwin Austen. Puis après, ils ont renommé K2 avec la convention. Mais ils étaient en mode bon, bah voilà quoi, le truc est là.
Après, pour que les gens l'escaladent, c'est arrivé plus tard. Parce que vu l'emplacement du truc, bah en fait, il n'y a pas de tentatives sérieuses d'escalade qui sont arrivées avant 1902, où des gens ont vraiment commencé à essayer de l'escalader. Notamment le prince d'Italie à l'époque, Louis Amédée de Savoie, duc des Abruzzes. Un nom très pompeux, voilà. Non, il est revenu, il a raté, hein, ils n'ont pas réussi. Mais il a donné son nom à la crête par laquelle tout le monde essaye d'escalader maintenant. Attends, je vais voir si c'est sur mon diapo. Ouais, on peut passer sur. Je montrer vite fait le diapo. Donc ça, c'est le chemin principal pour mon K2. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais en gros, ça passe sur une crête et le nom de la crête, c'est la crête des Abruzzes ou l'arête des Abruzzes, qui vient du coup de ce prince italien qui est le premier endroit par lequel ils ont passé et qui est considéré comme l'endroit le plus simple pour escalader le K2. Bon, vous allez voir que c'est considéré comme simple, mais que c'est un peu du. Simple. Voilà, c'est un peu du foutage de gueule. Non, mais en vrai, c'est facile. Franchement, tu t'échauffes 2-3 minutes avant, ça passe. Voilà. Du coup, on va finir un peu. Il y a quoi, combien de dénivelé 3,50 m en Voilà, vrai. voilà. Enfin, Bah, c'est bon. pour le camp de base en bas, là, ABC, c'est à 5600 mètres, je crois. Le sommet est à 3000 mètres au-dessus, du coup. Ouais, bah ça va quoi, c'est comme si je monte. Mont Blanc, il va pas. Bah ouais, attendez. Voilà, du coup, donc je vous ai dit, les premières expéditions sérieuses ont commencé en 1902. Sans lire sur mon papier, à votre avis, la première fois que quelqu'un a réussi à monter en haut, c'était quand? J'ai le mec qui essaye depuis 1902. 1951. Ok, on a 1951. Ce qui me semble que l'Everest a été monté dans les années 30. L'Everest, c'est plus tôt. Hein. C'est années 20 peut-être alors. La date d'Everest, je sais pas, c'est plus tôt que le K2, je veux dire. Ouais, mais il me semble que c'est dans les années 20 ou 30. Je t'avoue que j'ai pas révisé sur mon Et truc sur du l'Everest. coup, ouais, 167. ouais, je dirais 1900 peut-être. Du coup, parce que pas dans les années 40, parce que t'avais la Seconde Guerre mondiale, donc peut-être années 60, ouais, années 60-70. En plus, il a vu que comment il est isolé et pas connu, je pense c'est Ouais, ça. ok. Bah du coup, c'était Louis le plus proche, avec 1951. Puisque le K2 c'est été monté pour la première fois par une expédition italienne en 1954. Après 70 jours d'expédition. Alors attends, ils ont des noms bien italiens. Ardito Desio et les deux premiers hommes qui ont atteint le sommet, c'est Lino Lacedelli et Achille Compagnoni. Voilà. Truc marrant, c'est que les mecs, ils ont monté le K2 en premier, ils ont réussi à trouver le moyen de s'embrouiller. Voilà. C'est-à-dire que... Non, après. En gros, après, ils ont fait le truc et après, ils se sont embrouillés dans les médias et tout. Ils étaient là en mode ouais, lui, c'est un enfoiré parce que je suis pas monté en premier parce que il m'a pris mon oxygène, mais c'était moi qui aurais dû arriver en premier. Et t'as l'autre qui a fait ouais, mais lui, c'est un mytho parce qu'en fait, ils m'ont obligé à bivouaquer à 8000 mètres d'altitude comme d'un malpropre. C'était super dangereux. Apparemment, en Everest, les premiers c'était en 53, donc en fait, c'était quasiment à côté. Hein. Juste à côté. C'était un an avant. Bah, en fait, Ils sont chauffés. j'avoue que l'alpinisme niveau histoire, je connais pas non plus super bien. Bah c'est très tard. Je suis un peu un newbie de l'alpinisme. Je me suis intéressé avec le K2 parce que je vous expliquerai comment j'y suis arrivé à m'intéresser vous verrez à la fin. Pour peut-être ça vous intéressera, mais en tout cas, c'est assez fascinant l'alpinisme. Franchement, il y a des histoires de fous. Parce que t'as toujours des histoires comme ça, par exemple, de mecs qui s'embrouillent pour des bouteilles d'oxygène et tout. Les gars, ils sont à 8000 mètres d'altitude. Le gars, il lui passe pas sa bouteille d'oxygène. Ils s'embrouillent alors qu'ils sont à deux doigts de crever. Enfin, c'est des. Mais bon, voilà, t'es à deux doigts de crever, donc en même temps, je pense que le niveau psychologique, t'es. J'y Le niveau reviendrai, nerveux mais est très très élevé. Ouais, le niveau psychologique est une grande partie de pourquoi c'est si dur en fait. Bon voilà, on peut finir le trivia des records. Parce qu'en gros, une fois que les mecs ont réussi à monter en haut, je vous doutais bien que ça c'est un truc qui me fascine. C'est qu'une fois que le truc a été fait, il y a toujours des gens pour faire une surcouche par-dessus. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'après, les mecs, donc la deuxième réussite c'est quand même 23 ans après, en 77. Donc personne n'a réussi après entre temps, donc ça fait quand même beaucoup de temps. Alors que je pense que l'Everest ça s'est enchaîné il me semble après. Ensuite, t'as eu les mecs qui ont tout fait péter les records, les mecs qui ont fait monter sans oxygène, monter en moins de 24 heures, descente en ski, monter par la face nord plutôt que la face est, qui est la face par laquelle tout le monde passe normalement, monter par des nouvelles voies qui sont encore plus dures. Et en 2021, donc il y a l'année dernière, ils ont fait la première expédition qui a réussi à monter pendant l'hiver. C'est-à-dire normalement, C'est des grands malades. de c'est-à-dire faire ça. normalement, normalement, déjà tu montes en été et en été, j'ai pas le chiffre exact en été, mais à mon avis, il doit faire des bons moins 20, moins 20, 30 au moins, tu vois, quand t'es en haut. En hiver, c'est moins 65 en haut. Voilà. Et les mecs sont montés par moins 65 au Mais calme. surtout qu'en hiver, genre les conditions météo, elles peuvent être Bah, en fait, plus c'est le dangereuses qu'en problème. été.
En fait, ça faisait déjà ça faisait plusieurs années qu'ils essayaient de le faire en hiver et à chaque fois ils étaient obligés d'annuler parce qu'il n'y avait pas un jour où il faisait assez beau pour tenter d'y aller, tu vois. Et d'ailleurs, les premières histoires des premières expéditions, même en été, il y a plein de jours où tu peux pas y aller parce qu'il fait pas beau en fait. Et quand je dis pas beau, c'est-à-dire qu'en haut il fait 200 km/h de vent et que tu peux pas monter quoi. Bah, il neige aussi, non en haut, Blizzard, ouais, c'est neige, ça. 200 km/h de vent, t'es comme ça sur un mur, il y a 200 km/h de vent, bon, tu n'es pas très bien. Pas à l'aise. Voilà. Bon, faut prendre ses couilles à son cou, là, c'est bon. Donc moi ça m'impressionne, voilà, les mecs ils veulent toujours en rajouter plus, tu vois, c'est pas assez. Je vous recommande la vidéo du polonais au passage, Andrzej Bagiel, voilà, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui en gros c'est le premier mec à avoir fait toute la descente du K2 en ski. Il est partenariat Red Bull, il a tout filmé avec une GoPro. Ah bah voilà. Et il y a la vidéo J'attendais sur que tu dises Red YouTube. Bull, hein. Et la vidéo est trop stylée, genre c'est impressionnant. En plus il a la chance, il fait super beau. Il y a quand même des moments où il frôle la mort. Genre il y a vraiment un passage où il arrive et il s'arrête au dernier moment et tu vois qu'en fait il allait tomber dans une crevasse. Bon voilà. Mais il a réussi. Est-ce que je l'ai écrit en une après-midi, je crois. Je sais Bon, pas. peut-être que notre modérateur pour Ouais, peut-être vous avez trouvé. Ouais, donc on a des gens qui sont en pleine ascension du Mont Céleste aussi, évidemment. un mont aussi bien galère à sa manière. Mais voilà. Et bah du coup, maintenant qu'on a vu un peu le K2, plus les faits, on va dire, on va voir un peu comment monter sur le K2. Genre pourquoi c'est si dur. Pourquoi est-ce que les alpinistes, c'est le graal de l'alpiniste de monter sur le K2 quoi. Genre vraiment, il n'y a pas plus dur et il n'y a pas mieux en fait. Bon déjà, là il y a la première route, mais je pense que j'ai des images qui seront un peu plus... Bon, voilà, c'est un peu le bordel, je pense qu'on voit pas très bien, mais on s'en fout. Du coup, je vais passer à autre chose. Hop, voilà. Donc déjà, ça, c'est le glacier sur lequel il faut passer pour aller au niveau du K2. Donc vous pouvez voir, c'est complètement vide. Et en gros, ça c'est le glacier du Baltoro, qui est l'un des plus grands glaciers du monde. Donc le glacier, c'est la partie entre les montagnes là. Tout ça, c'est... La mer de glace, mais il n'y a plus de glace. Bah, c'est ça. En fait, est-ce que c'est de la terre ou c'est de la glace avec de la Là, terre? je pense que c'est en été, donc c'est plutôt de la terre, mais Ah, ouais. autour, c'est un glacier, tu vois. Le truc, normalement, c'est un glacier. Après, je connais pas très bien le truc, mais il me semble que c'est. Il y a peut-être un glacier en dessous, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un glacier qui peut faire jusqu'à 3000 mètres de glace, je crois, et c'est un des plus grands au monde. Bah, anecdote que vous connaissez peut-être pas, mais que Grenoble, nous sommes sur le lit d'un ancien glacier. Je ne savais pas. Voilà. Donc ça c'est ce qu'aurait pu ressembler Grenoble il y a peut-être quand on était en période glaciaire. Voilà. Ouais, bah peut-être. Bah du coup, faut Ça pas. n'a pas tant changé que ça, hein. Bon, maintenant il y a des boutiques de tacos quoi, mais Ouais, c'est ça, tu mets un tacos, un tram, et puis c'est bon, t'es à Grenoble. Mais du coup, déjà, il faut marcher là. Alors, en vrai, le trekking, il y a des agences touristiques qui le proposent pour les alpinistes amateurs, tu peux le faire. C'est long, c'est dur physiquement, mais ça se fait, tu vois. C'est à 5000 mètres d'altitude, faut quand même avoir un petit peu d'acclimatation au niveau de l'oxygène. Mais si t'es amateur, plus, on va dire, tu le fais, ça coûte cher, parce que faut voyager et tout, ça dure longtemps. Mais il y a des gens qui le font. c'est paumé. Et c'est paumé. En gros, l'expédition, elle te fait aller jusqu'au camp de base du K2, mais tu montes pas le K2, tu repars. Et donc, l'expédition, elle dure 2 semaines. Donc, déjà, si tu veux escalader le K2, il faut que tu prennes tout ton matos, parce que crois-moi, il te faut du matos pour y aller, que tu te tapes 2 semaines de trekking sur le glacier et que tu arrives au pied du glacier, au pied du K2. Donc, tu fais ta petite marche. Ça pour- doit être très rigolo quand même comment les Anglais en 1850 ils Bah- étaient là. Alors bro, il y a la montagne là-haut. Je crois qu'on va la nommer comme ça. Bah, et en elle, vrai, on va la nommer comme ça. Et bro, comment ça se fait que mon doigt il est parti? Les gens qui l'ont fait en premier, c'est les plus impressionnants parce que faut se dire que maintenant, les gens qui escaladent le K2, ils ont des cordes fixes qui sont installées. Les cordes fixes, en gros, c'est des cordes qui sont déjà installées au niveau des Oui. obstacles en haut et qui te permettent de te soutenir en fait. Les premiers mecs qui l'ont installé, ils ont la corde qui les tient depuis en bas avec leurs équipiers, mais il n'y a pas la corde en haut. C'est-à-dire que si tu tombes, t'es beaucoup moins assuré quoi. Et ça, c'est impressionnant de voir les mecs qui font le montée de ce truc sans rien. Enfin, Super montagne, hein, super photo. c'est magnifique. Hein. Donc ça, c'est le camp de base du K2. On est à 5000 mètres. Quand tu arrives au bout du trekking, tu arrives là, et là, tu vois, ça c'est le K2. Tu es à 5000 mètres d'altitude, tu es au flanc de la montagne. Tu te mets dans l'ambiance parce qu'en bas du K2, il y a des mémorials envers les gens qui sont morts en faisant l'escalade. Yes. Tenter d'être dedans. Faut savoir que d'ailleurs, le K2, comme vous pouvez voir, c'est vachement pentu.
Et en fait, il n'y a pas du tout comme l'Everest. L'Everest, il y a le phénomène, tu sais, il y a les corps qui restent gelés et personne ne va les nettoyer. Là, les corps, en fait, ils tombent et tu les retrouves jamais. Il y a plein de corps qu'on n'a jamais retrouvés et il y a pas de corps sur la route. Parce que C'est une montagne auto-nettoyante finalement, c'est pas ouais, mal. Hein. c'est ça. Ouais, faudrait quand même aller chercher ces cordes à l'Everest. Savoir qu'elle est surnommée montagne sauvage ou alors montagne sans pitié, le K2, pas pour rien. Donc t'arrives là, t'es au niveau du coup du camp de base. Et une fois que t'es au camp de base, tu te reposes un peu quand même, parce que t'as fait déjà ton trekking et tout. Il faut que tu sois d'attaque. Puis tu t'acclimates aussi. Il faut que tu t'acclimates à la haute altitude, c'est important. Parce que pour ceux qui savent pas, l'oxygène se raréfie en haute altitude et les alpinistes, même les professionnels, hein, c'est un truc que tu es obligé de faire, doivent s'acclimater à la raréfication de l'oxygène pour faire de l'effort physique en fait. Si je pourrais faire une comparaison un peu douteuse, c'est comme en été il fait plus chaud, il faut que ton corps il va s'habituer à la chaleur. C'est pour ça qu'en été, quand il fait 40 dehors, on dit ah il fait chaud, alors que si on sortirait d'un 10 à 40, on dirait putain mais on est dans le désert et pas possible. Alors que là, en fait, en vrai, ça dépend comment tu t'acclimates. C'est ça, en gros, l'idée. Mais en fait, surtout, c'est le plus l'inclimatation, là où c'est vraiment essentiel, c'est quand tu fais un effort physique derrière, en plus. Ouais, je pense... Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a des rampes d'accès. Hein, ils les ont mis il y a pas longtemps, les rampes d'accès pour fauteuil roulant. En vrai, est-ce qu'il n'y a pas des... il me semble qu'il n'y avait pas des expéditions dans l'Everest ou des trucs... Parce que moi, je sais qu'il y a des gens qui étaient coupés des 4 membres, tu sais, qui avaient traversé la Manche. Ouais. Je sais plus comment la personne s'appelle, mais on la reconnaîtra. Et est-ce qu'il n'y a pas vraiment... C'est aussi cette discipline dans l'alpinisme sur les handicapés Je connais, je sais pas. dans l'escalade, je sais qu'il y a des mecs dans l'escalade, un mec qui n'avait pas de jambes qui faisait l'escalade et un mec qui n'avait pas de bras qui faisait de l'escalade, les deux, genre ça existe, c'est un truc de fou. Dans l'alpinisme, je sais pas. Les pieds qu'il doit avoir, ou les bras. Panards, non, mais Lui, il a des mains en fait en bas. mais dans l'alpinisme, je sais pas s'il y a des tels records. À mon avis, il doit y en avoir. Mais pour le coup, l'Everest. Ça doit être vraiment En impressionnant. fait, il faut savoir encore. que l'Everest maintenant, c'est pour ça que c'est vachement moins prisé par exemple que le K2 pour les pros et les adeptes de sensations fortes, on va dire. Parce que l'Everest maintenant, c'est vachement balisé. Et si t'es un minimum faut quand même être bien en forme physique, mais que tu t'y connais en alpinisme, tu prends des cours, que tu t'adaptes et tout, et que tu payes, tu peux monter l'Everest. Tu vois, il y a des gens, ils payent plein de porteurs, ils prennent de l'oxygène, ils s'en battent les couilles de l'honneur, tu vois. Alors que tu sais, t'auras des mecs qui font ah, t'as monté le K2 avec de l'oxygène, t'es une merde. Bon, voilà, chacun sa vision du truc. Voilà. Oui, c'est vrai, ça dépend. Moi, je serais d'avis de déjà, bro, tu l'as monté. Moi, j'arrive pas à faire 10 km à vélo, donc bon. Dans le camp de base qui est au pied du K2. Voilà, Ouais, déjà, voilà, c'est. non, les mecs, tu sais, c'est un truc de fou. L'ego, le mec, tu dis, waouh, t'as monté avec de l'oxygène, il te prend pour une. Bon, c'est un. Voilà. Mais du coup, les mecs. T'arrives là et du coup tu vas repartir pour la première étape de ton ascension. Bon, tu as la première étape donc tu chill. Du coup la première étape c'est ça globalement, qui est le premier passage un peu ardu, qui s'appelle la House Chimney. House ça parce que le premier mec qui a escaladé ce truc là c'est Bill House, un américain. Et Chimney parce que ça ressemble à une cheminée en fait, tout simplement. Je pense que vous pouvez le voir. Hein, Et en gros ça c'est un truc que tu dois passer dès le début de l'ascension, qui fait à peu près entre 30 et 40 mètres comme ça, que tu dois passer avec tout ton équipement, donc le sac à dos et tout le bordel, de quoi aller vivre, le machin, dès le début, voilà, petite mise en jambe, tranquille. Ouais, mais tu sais, c'est pour éliminer un peu les faibles, quoi. Ça, tu commences, voilà, dès le début. Ce qui est déjà dès le début, en fait, tu commences par un truc qui est un des passages qui est considéré comme les plus techniques de l'ascension. Oh, je suis très chaud, Corentin, vas-y. Fais-moi faire du sport. Et Parce que maintenant, je suis convaincu maintenant que faire du sport, c'est bon pour la santé. Alors qu'il y a 3 ans, je me disais, bro, en vrai, ça va. Mais mec, moi j'ai la même réalisation que toi, c'est que dès que je fais un peu de truc où je dois courir, j'ai mal direct après, et je me rends compte que faudrait peut-être que je fasse du sport. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Oui, faites du sport parce que c'est bon pour la santé. Ouais. Et même Oui. en vrai, je trouve quand je fais un peu poil d'activité physique, quand tu fais on a beaucoup dérivé. Mais quand tu fais de l'activité physique, après tu vas mieux réfléchir et tes idées sont meilleures derrière. Sachez-le. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est très souvent. Ça te défoule un peu aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, ouais. Je sais pas trop, je connais pas trop cette sensation, mais je te crois. T'as écrit beaucoup de mots, je te crois. Donc, tu passes la House Chimney, t'arrives au camp 2, parce que bon, après avoir passé ça, il te faut un camp direct, hein, sinon c'est trop compliqué. Mais là, tu commences. 40 mètres. Non, en gros, c'est un passage, mais en gros, t'es à 6000 mètres à peu près.
Donc t'as fait 1000 Ça fait mètres. 100 mètres, oui. Ah, 1000 mètres, oui. 1000 mètres, tu pars de... Et il est sur combien de mètres ce passage déjà, t'as dit? Le passage comme 30, ça, 40 il est mètres. sur 40 mètres environ. Ah ouais, quand même. Ouais, et là il y a les cordes fixes. Le premier mec qui l'a passé, il n'y avait pas les cordes. Oui, c'est- Mon c'est dieu. Alors, je répète, ce que je suis en train de vous présenter là est l'accès qui est considéré par tout le monde comme le plus simple. Dites-vous que tous les autres accès, les gens disent ouah, c'est 10 fois plus dur. Ça, c'est le plus simple, voilà. Et donc, Déjà, fallait le trouver au début, putain. Ouais, ouais, bah, faut avoir envie. Hein. Moi, je te dis, moi, je vois ça, je fais bon, dommage. On aura tenté. Hein. Ouais, franchement, j'ai tout donné. Après, voilà. Non, mais voilà, du coup, t'arrives au camp et tu te reposes. Et puis après, tu es parti, tu repars. Et là, quand t'arrives au camp 2, déjà, c'est plus les camps de base. Tu vois, le camp de base, comme il y a de la place, c'est en bas, c'est relativement plat, c'est un peu un plateau. Là, tu commences à être dans les camps un peu ghetto où tu sais, faut que tu accroches bien tes tentes. Parce que si jamais il y a du vent, ça part. Faut que tu fasses gaffe à pas trop te mettre là où il y a la neige qui pourrait te tomber dessus. Parce que il y a pas mal de gens qui sont morts en dormant la nuit. Et hop, ta tente elle est enterrée. Oh Voilà. l'horreur. Voilà quoi. Les accidents classiques d'alpinisme, hein, ce genre de truc, vraiment. Donc voilà. Les tentes qui glissent. Aussi les tentes qui se décrochent pendant la nuit et qui glissent. C'est un truc qui arrive assez souvent. Donc ensuite, t'es prêt pour ta deuxième étape. Donc ça, non. c'est la Black Pyramid. Ça s'appelle comme ça juste parce que vous voyez les cailloux. Bah, ils sont noirs, ils sortent et ça fait un peu une sorte de pyramide. C'est vraiment Euh, une super belle photo. Hein. La photo Oui, est magnifique. par contre, ça c'est vrai. Mais en fait, c'est vraiment magnifique et je vous recommande vraiment. Il y a plein de vidéos du K2 de gens qui ont fait l'escalade avec des caméras et tout. Super belle, il y a des reportages. Moi, j'avais une période où je regardais que ça. J'expliquerai pourquoi, mais en gros, j'ai passé ma vie à regarder des vidéos sur le K2 et c'est magnifique. En fait, ça te donne envie de le faire malgré la douille que c'est physiquement, juste parce que la vue est magnifique. Mais voilà, faut la mériter. Hein. Et donc ça, c'est la partie qui est considérée comme la plus technique. Ça se voit pas forcément comme ça, peut-être avec la photo, même si je pense que ça se voit, mais c'est extrêmement pentu. Et en gros, les alpinistes décrivent ça globalement contre un espèce de mur en permanence, de quasiment 90 degrés, de cailloux et de glace qu'il faut que tu montes. Et ça dure plus de 1000 mètres, je crois, donc c'est sympa. Ouais, c'est fun. Ouais. En sachant que c'est un peu facilité par le fait qu'il y ait des cailloux pour s'accrocher, mais tu sais, des fois, ils ont les chaussures avec des clous dedans, et tu plantes les clous dans le glacier, un peu, enfin dans la glace directement, et tu grimpes comme ça. C'est le genre de truc qui te met pas très Oh, ça souvent. va. Bah, quand tu sais qu'il y a des mecs littéralement sur le K2 qui est mort parce que comme ça, genre parce qu'ils se plantent et puis en fait, hop, ça s'est décroché. Voilà quoi. Du coup, attends, on me propose de faire du vélo cet été, incroyable. Ouais. Ouais, moi j'ai justement, il y aura un camion bleu à Hervé & Co, vous inquiétez pas, vous le trouverez. Donc voilà. Et Ah mais tu sais, dire que sa connaissance est lourde, hein, tellement il en a. à la limite, moi je veux bien faire du drone cet été, mais le mec, Ah ça tu vois avec la régie, hein, tu vois avec c'est la plus régie. facile et moins d'efforts. Bon bref, une fois qu'on a passé la Black Pyramid, les noms sont très stylés comme je trouve. Tu arrives au camp 3, apéro, camp 3, voilà, tranquille, tu te reposes. Camp 3, pareil, hein, ça commence à être vraiment très ghetto, t'es quasiment 7000 mètres de haut, il y a du vent, c'est vraiment pas très confortablement Est-ce que installé, c'est comme à l'Everest, genre le camp où tu fais juste l'aller-retour une journée pour le sommet? Ou t'as Non, encore c'est un camp? encore un d'après. Ah ok. Ouais. C'est là, il y a 4 camps. Alors, en fait, chaque expédition fait son propre truc. Il y a des gens qui font que 3 camps, il y en a qui font 4. Les plus communs font 4 camps. Il y en a qui en font que 3. Et du coup, celui-là, c'est le dernier. Mais faire un summit push, comme ils appellent dans l'alpinisme, donc pousser pour aller vers le sommet, d'ici, il te reste encore vraiment beaucoup de dénivelé. Et notamment, il te reste un passage qui est très dangereux. En fait, c'est pas le passage le plus technique qui reste, mais c'est le passage le plus dangereux pour une raison très simple, dont je vais venir juste après. Mais du coup, après, tu passes ici. Donc en gros, tu passes un petit passage qui s'appelle The Shoulder, l'épaule. Je vais revenir peut-être en arrière un peu, vous allez voir. Si je vous montre, pas ici, on voit pas. Mais là, on voit un peu, mais on voit pas bien. En gros, au niveau du camp 4, si vous arrivez à voir, il y a un espèce de petit truc qui fait comme une épaule, ça remonte. Ça, c'est ce qu'ils appellent The Shoulder. Peut-être on verra mieux là. C'est entre le camp 3 et le camp 4. Entre C3 et C4. Ouais, juste avant le truc qui s'appelle le bottleneck. Et ensuite, je vais revenir là-bas. Hop, on a le bottleneck qui est cette partie-là et qui est la partie la plus mortelle de toute l'expédition. C'est pas la plus technique, mais en fait, c'est une partie, donc bottleneck comme goulot d'étranglement en français, qui porte bien son nom. Ah.
Parce qu'en fait, t'es obligé de te resserrer de cette espèce d'énorme glacier à flanc de montagne, qui est un glacier à flanc de montagne, il n'y a pas d'autre terme, voilà. Même si en fait ça s'appelle un sérac d'ailleurs. Et en gros, un sérac, c'est les glaciers comme ça qui sont vers l'extérieur, et du coup, bah, il peut y avoir des chutes de blocs de glace. Et ce passage-là, t'es obligé de passer minimum 100 mètres sous le truc, et pendant 100 mètres, t'es exposé à des chutes de sérac, donc des chutes de blocs de glace. Et le problème de ces glaciers-là, c'est qu'en fait, la physique fait que ils sont extrêmement instables, et même s'il fait pas chaud, tu vois. C'est-à-dire que même la nuit, il n'y a pas de soleil, il n'y a rien qui fait fondre la glace, les pressions qui s'exercent, même la nuit, tu peux avoir des chutes de blocs de glace. Donc c'est super dangereux, et c'est la zone la plus mortelle. Il y a énormément de gens qui meurent, qui sont morts malheureusement à cause d'une chute de glace à cette zone-là. Mais la récompense, c'est qu'une fois que tu as passé le goulot d'encrassement, donc tu arrives au bout, là, vers le bout du glacier, tu as une dernière zone un petit peu technique où tu dois monter le glacier, mais c'est pas la plus dure. Et tu arrives au sommet du K2, qui est normalement là, voilà. J'ai pris une photo, je sais même pas qui est le mec. Mais, Wow. voilà. Mais Donc, c'est toi. C'est moi, voilà. C'est juste moi. Donc t'as le Graal ultime, la récompense d'être arrivé en haut et d'avoir cette vue magnifique, somme toute. C'est fabuleux la vue, hein. C'est incroyable. Puis surtout, tu dois avoir le fait d'avoir réussi à le faire, qui doit te monter à la tête. Enfin, ça doit être la folie d'arriver là. Genre vraiment, c'est un truc de fou. Après tous les risques que t'as passés, faut se dire aussi les expéditions, ça doit être minimum 1 ou 2 mois d'expédition, facile. Faut redescendre après. Et justement, la grande majorité des morts, et c'est rare, la plupart des morts dans l'Everest notamment, par exemple, c'est à la montée. Le K2, c'est quasiment 50-50. Et c'est un des plus gros taux pour toutes les montagnes. Et il y a énormément de gens qui meurent à la descente, parce que la descente est tout aussi dangereuse. Et le truc, c'est qu'en fait, il y a cet effet psychologique, tu vois, de te dire, t'es arrivé en haut, t'as plus d'objectif en fait. Parce qu'il faut se dire que monter le K2, c'est l'objectif d'une vie. Genre, t'es un alpiniste et tu montes le K2, c'est vraiment, tu n'as plus rien à faire dans le game de l'alpinisme en fait. Genre, c'est-à-dire qu'il y a quelques fadas, je sais qu'il y a un mec, j'ai oublié son nom, qui s'amusait à faire en moins de 6 mois tous les plus de 8 mm du monde ou un truc comme ça. Il y a ce documentaire, ouais, justement. À un moment, je voulais en parler, tu vas fait parler de ça, ouais. C'était un Sherpa, je crois, népalais. Pour redorer, on va dire, le blason des Sherpas, qu'on les mette un peu plus en valeur, qui a fait les 14 sommets à plus de 8000 en 7 mois. C'est ça, ouais. Et c'est une dinguerie. C'est un truc de fou. Pour ceux qui savent pas, les Sherpas, c'est des locaux qui sont souvent embauchés dans les expéditions pour aider à porter le matériel et tout. Parce qu'ils ont, comme c'est des locaux, ils sont vachement habitués à la pression et au raréfiement de l'oxygène. Et ils ont moins de temps d'adaptation. Et globalement, les Sherpas, ils sont souvent dans l'ombre des Occidentaux, souvent, qui font les expéditions. Ouais, Mais c'est les mecs qui carrient, par exemple, l'Everest. Les premiers mecs qui sont montés à l'Everest, sans les Sherpas, ils y seraient jamais arrivés. Et maintenant, il y a carrément des sortes de syndicats de Sherpas qui se battent un peu pour leurs droits, qui refusent, par exemple, des fois, de faire des expéditions en mode faut que les gens acceptent de nous reconnaître, en fait. Parce que nous, on prend tous les risques, c'est nous qui portons. C'est eux qui démontent la tente le matin, qui montent avant. D'ailleurs, il y a des. Ouais, voilà, c'est ça. Et qui mettent les cordes fixes aussi. Tu sais, les cordes, ils vont les préparer, ils vont les vérifier, ils vont vérifier qu'elles sont bien mises et tout. Donc, ils font la montée avant tout le monde pour vérifier la corde fixe. Et après, ils reviennent avec toi refaire la montée, tu vois. Ils la refont une deuxième fois. Donc, Non, mais physiquement, ces mecs-là, c'est incroyable comment ils font pour tenir. Ah non, mais ouais, et d'ailleurs, il y a des histoires de Sherpas qui sont morts sur le K2 pendant des expéditions. C'est comme tout le monde, comme beaucoup de gens qui sont morts sur le K2, mais voilà quoi. Et du coup, pour en revenir à là, une fois que t'es arrivé en haut, c'est vraiment, à part pour les mecs qui te font 14 sommets du 1000 mètres, le K2 c'est quand même l'objectif d'une vie. Il y a très peu de gens qui l'ont réussi. T'as des aventuriers, je crois, Mike Horn, je sais pas si ça vous parle, l'aventurier. Oui. Il a tenté une expédition au K2, il a pas pu le faire malheureusement, à cause de météo et de problèmes qui s'enchaînent. Il est arrivé jusqu'au camp 3 et il a été obligé de redescendre. Donc tu vois, même des mecs comme lui, bah, il a pas réussi quoi. Et il y a des gens, beaucoup de cas de gens qui sont morts, c'est dans des expéditions où ils auraient pas dû aller au sommet. Ils savaient qu'ils auraient pas dû y aller, mais ils avaient ce truc là de se dire j'aurais peut-être plus jamais l'occasion de refaire une expédition parce que ça coûte de l'argent de faire une expédition, il faut des sponsors. Et le mec se dit maintenant que j'ai fait tout ce chemin, tu vois, je me suis tapé les 2 semaines de trekking, j'ai passé la Half Chimney, j'ai passé la Black Pyramid, j'ai passé le Bottleneck. T'as pas envie de t'arrêter. Le grid. Oui, non, mais en plus, c'est compréhensible. T'es genre à. Le sommet, t'en as jamais été aussi près et il est à quoi. Il y a une histoire de fou dans d'une des catastrophes du K2 où les mecs ils étaient arrivés à 500 mètres du truc et t'as un des gars, il a fait les gars, la météo elle est en train de s'empirer, moi je monte pas, je redescends. Le gars il était à 500 mètres, il est redescendu,
bah, c'est le seul qui est pas mort en fait. Les autres ont voulu monter et bah, la météo s'est empirée et quand t'es à plus de 8600 mètres d'altitude et que t'as une tempête de neige, bah voilà quoi. Quoi. C'est fini en fait. Et c'est beaucoup de gens sont morts comme ça en voulant se forcer à aller au sommet et ils auront atteint l'objectif de leur vie, mais bah, au coût de leur vie malheureusement. Hein. Et puis t'as aussi cette perte de lucidité qui est un grand problème dans l'alpinisme à ce niveau-là, qui est qu'en gros, pour ceux qui savent pas, quand t'arrives à au-dessus de 8000 mètres d'altitude, ça s'appelle la death zone, la zone de la mort littéralement. C'est parce qu'en fait quand t'es au-dessus de cette zone d'altitude, ton corps ne peut littéralement plus vivre. Enfin, t'es sur un timer en fait. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu d'oxygène, l'oxygène est tellement rare à cette altitude que tu peux pas survivre plus de 3 jours, ou 2 jours. Et ça, c'est en supposant que tu fais pas des efforts physiques. T'es là, t'es en train de monter une montagne, t'es fatigué. Donc, une fois que t'arrives dans cette zone-là, t'es sur un timer et tu peux pas survivre. C'est pour ça que, une fois que t'es sur le sommet, tu sais, tu te dis, il y a une tempête, bah c'est pas grave, je fais mon bivouac, j'attends et je redescends après. Tu peux pas, parce que sinon, bah, tu vas rester là et tu vas mourir à petit feu. Et en gros, ce que ça fait quand t'es à cette hauteur-là, c'est que tu perds ta lucidité. Ton cerveau, il perd de l'oxygénation. Et t'as énormément d'histoires d'un truc qui s'appelle le mal des montagnes, des alpinistes qui deviennent fous en fait et qui se mettent à faire n'importe quoi à cause du mélange de froid, fatigue. Alors c'est pas exactement, on sait pas exactement à quoi c'est dû, mais tu sais, c'est un mélange d'un peu tout, tu vois, c'est l'effort physique plus le manque d'oxygène plus le froid, etc. Bah ça fait qu'au bout d'un moment tu pètes les plombs. T'as des mecs qui enlèvent leur tenue à moins 40, ils sentent rien, ils ont plus rien à foutre. Ils se jettent dans le vide. T'as une histoire qui est connue sur le K2 d'un mec qui lâche la corde en fait, qui a le temps de se rattraper, mais qui le fait pas. Juste, il se laisse aller, tu vois. Et tout le monde est choqué, tu sais, personne le rattrape parce que personne comprend ce qui se passe. Parce que toutes les prises de décision sont ralenties, en fait. D'ailleurs, Mike Horn a fait une vidéo sur le K2 et il en parle. En gros, lui, il a eu la lucidité de redescendre parce qu'il explique qu'en gros, ce qui est super dangereux quand t'es en haute montagne, c'est que une décision peut se jouer entre ta vie et ta mort. C'est à cause de la météo, à cause des trucs comme ça. Et c'est probablement l'endroit où tu es le moins lucide de ta vie. À cause du fait que tu veuilles monter, que tu as moins d'oxygène, que tu es fatigué. Et du coup, il faut avoir ce sang-froid, tu vois, de garder ta lucidité et de faire des bonnes décisions. En sachant que la météo peut changer à tout moment, quoi. C'est un des problèmes du K2, c'est pour ça que si peu de gens l'ont escaladé aussi, et qu'elle est aussi mortelle, c'est que la météo, en 3 heures, ça peut changer de passer de grand soleil c'est les montagnes, quoi. C'est toujours ça. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'en fait, on a tout le temps des super photos parce que justement, c'est à ce moment-là que tu pouvais monter, en fait. Bah exactement. Et beaucoup des expéditions, c'est pour ça que les mecs qui l'ont monté en hiver, c'est des fous furieux et que c'est un truc de fou, quoi. Mais c'est souvent ça, quoi. Genre, vraiment... J'aime bien, faudrait regarder leur contrat d'assurance quand même, hein, parce que... Alors, je renonce... Oui, mignon, hein. Je renonce à vivre... sauf si j'arrive à le monter, vous me donnez de l'argent. Mais sinon, je renonce à vivre. Hein. Faut voir avec les sponsors, je sais pas comment ils gèrent, mais. Ouais, mais ça doit être sacrément drôle. Mais c'est fou, hein. Mais en plus, le tourisme d'alpinisme comme ça, j'allais dire alpin, ça explose. Hein. Ça explose pas mal, mais il y a beaucoup de problèmes. Même dans les montagnes comme le K2, il y a des problèmes de pollution parce qu'il y a trop de gens qui laissent leurs affaires et tout. Ah ouais, même dans le K2. Sur la montagne, le K2 non, mais au niveau du camp de base, oui. Ah oui. Ouais. C'est un enfer de se dire que même dans la zone qui est tellement isolée, la montagne n'a même pas de nom, commence à y avoir des gens qui laissent leurs trucs et tout. Bon, après, on peut comprendre que les gens qui sont pris dans une tempête de neige et tout, ils vont pas faire trop d'efforts pour aller récupérer leur tente. Hein. Et après, c'est comme ce que tu disais avec les cadavres dans l'Everest. En fait, tu vas pas te porter du poids en trop, quoi, quand tu redescends. Justement, les cadavres dans l'Everest, et les cadavres, ceux qui restent, c'est ceux qui sont dans la death zone. Et la raison pour laquelle il reste là, c'est juste que tu ne peux pas te permettre de faire l'effort physique de récupérer un cadavre dans cette zone-là. Sinon, tu y restes aussi. Sinon, tu y restes. Et comme c'est pas accessible en hélicoptère ou tout comme ça, trop, bah du coup, il reste là, quoi. Et c'est assez macabre, mais c'est comme ça. Bon, bah voilà, quoi. En gros, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur le K2. J'avais que prévu au cas où, mais je pense qu'on a déjà pas mal parlé du K2. Il y a eu quelques désastres au niveau du K2. Des désastres, en gros, c'est les journées où il y a eu énormément de morts, qui sont très connus. Je vais citer vite fait. Donc en 1986, il y a eu 13 morts pendant l'année dans des expéditions différentes. En 1995, il y a eu 8 morts dans la même tempête de neige sur un vent de 165 km/h qui arrivait en fait, ils sont arrivés au sommet et il y a ça qui est arrivé. Bah, 8 morts.
dont un couple de Français, il me Ils semble. se sont fait souffler, les gens. Il y a eu un couple de Français, un homme et sa femme qui avaient monté et tout, et ils sont morts. J'ai oublié leur nom, mais c'était un couple d'alpinistes connu en plus. Et en 2008, c'est la plus récente, où il y a eu 11 morts le même jour. Et le truc de 2008, il y a un reportage dessus et tout, c'est assez intéressant. Il est sur YouTube aussi. Je crois qu'il est sur YouTube. Il y a même un film, il me semble. Par exemple, j'ai pas réussi à retrouver le film, mais je crois qu'il est en streaming quelque part. Mais en France, il a pas été trop marché, donc il est galère à trouver. Et ils ont fait un film sur le détail des événements, et c'est assez horrible. En gros, sur le film, t'as un mec, il arrive en haut, genre un Irlandais, le premier Irlandais arrivé en haut, McDonnell, qui a sauvé tout le monde, mais il est mort comme ça. Parce que en gros, ils étaient au niveau du glacier. Il y a eu des chutes de sérac, donc les cordes fixes se sont pétées, et ils pouvaient plus redescendre. Et t'avais des Coréens qui étaient emmêlés dans des cordes et tout, c'était un bordel. Et je crois au final, il y a plein de gens qui sont morts. C'était assez incroyable. Enfin, c'est une histoire de fou. Et t'as un des mecs qui a survécu, c'est un gars, il a été paumé dans la montagne, il a fait un appel à sa femme avec un téléphone satellite, et c'est comme ça qu'il l'a retrouvé. Et en gros, c'est sa femme qui a fait ouais, il m'a appelé et tout, est-ce que pour trouver satellite? Et genre, sa femme, elle était en pleurs, tu vois, elle était en mode. Parce que lui, il était là, il a appelé, il est en mode bah, je vais mourir, tu vois, je suis perdu dans le K2, je vais mourir. Et au final, je crois qu'il a eu des engelures de fou, mais il est pas mort. Donc les engelures, c'est quand t'as les pieds, souvent ça arrive au bout des membres qui sont complètement gelés en fait. Et en général, c'est peut arriver à des amputations, ce genre de Oui, problème. très souvent. Enfin, en vrai, c'est assez fou, il y a pas mal de trucs sur YouTube si vous voulez regarder le K2. Parce que en gros, pour l'histoire, moi je m'étais intéressé au K2 en lisant un manga qui s'appelle Ascension, qui est pas super connu parce qu'en France, en gros, il n'y a pas d'édition d'Ascension. J'ai acheté les 2 premiers tomes, et dès que je vais à la librairie pour en acheter plus, t'as le mec qui me fait bah c'est pas édité. Genre le tome 3 n'existe pas, c'est introuvable. Et c'est super dommage parce que c'est un manga vachement cool qui parle d'alpinisme. Et en gros ça parle d'un mec qui découvre l'escalade et l'alpinisme, et un de ses projets c'est de faire le K2. Alors je crois que dans le manga il le fait pas, mais je sais pas, j'ai pas tout lu. Mais ça m'a introduit un peu, ça m'a intéressé au monde de l'alpinisme et de l'escalade, qui est un monde super intéressant. Et j'étais malade, donc je pouvais pas aller en cours. Donc pendant une semaine, je faisais que ça en fait. Je regardais des vidéos du K2 et tout. Genre je connaissais le parcours pour faire le K2 par cœur, j'avais vu la vidéo, j'étais en mode, C'est incroyable. Et c'est super intéressant. Donc vraiment, vous tapez K2 YouTube, vous trouvez plein de vidéos de mecs qui font la montée, et les paysages sont vraiment magnifiques. Donc voilà, c'était une petite présentation, je pense, d'une montagne qui finalement est pas si connue que ça. Alors que pourtant, c'est vraiment le boss final des montagnes, quoi. Il n'y a pas plus prestigieux et plus dur, quoi, dans l'alpinisme, finalement. Voilà. Dans l'alpinisme extrême. Voyager au fond, enfin rester au fond de son lit. Ouais. Tu m'étonnes, ça doit- Mais ça te fait réfléchir, tu vois, et t'as tous les gens qui l'ont monté, en plus, tu vois, ça les rend super philosophiques, tu vois. Genre moi, avant d'avoir vu tout ce truc-là, tu vois, les mecs, les alpinistes, quand je voyais ça dans des reportages, ça faisait un peu souffler, tu vois, les mecs étaient en mode, la montagne, ça te met face à ta vie, machin et tout. Je suis en mode, ouais, bon, c'est bon, ils exagèrent. Bah après avoir vu toutes ces vidéos sur le K2 et les témoignages des mecs qui l'ont fait, bah en fait, je comprends, c'est ce truc d'humilité, en fait. La montagne, c'est l'humilité, tu vois. Genre ça te rend humble, tu vois, le fait d'avoir monté tout ça et d'avoir survécu, de te dire que c'est la montagne. En clair, tu choisis ton sort, tu vois, la météo, tout ça. Bon, il y a des mecs, ça ne les empêche pas d'avoir de l'ego en mode l'oxygène machin, mais la plupart des gens qui ont fait ça, quand même, ils en ressortent, ils te sortent des phrases. Il y a plein de phrases de citations de fous où les mecs ils te sortent des thémas la bête de phrases, où ils te sortent des phrases. De toute façon, grimper une montagne qui est aussi qu'un sommet à une telle hauteur, dans tous les cas, bah ça va être ça, mais surtout avec le K2, c'est un peu t'as vaincu la mort, quoi, si tu y arrives. Ouais, mais c'est ça, et puis c'est un dépassement de soi complètement. En fait, c'est l'idée vraiment de. Métaphoriquement, c'est ultra fort, tu vois. C'est pas pour rien que dans plein d'œuvres de fiction, t'as toujours cette idée de monter une montagne. C'est un truc d'ailleurs, c'est une expression, c'est pas pour rien, tu vois. C'est gravir une montagne, c'est vraiment quelque chose, tu vois. C'est très l'esprit shonen, tu vois. Le fait de. Tu te dépasses toi-même, t'es là, t'es en mode. Putain, Cell il est trop, Cell parfait, il est trop fort, vas-y. Voilà, le K2 c'est Cell parfait, et toi tu vas à la salle du temps et tu passes. Et tu finis par défoncer celle parfait, tu vois. Mais bon, pour ça, des fois, il faut des sacrifices. Il te faut un Goku, il te faut un Kamehameha père-fils. Il te faut un C16. Voilà. C'est beau. C'est Dragon Ball, hein, pour ceux qui... Ouais, grave, ouais. Les animés, ouais, les japonais, ouais. Mais les gars, Dragon Ball Z, franchement, sérieusement. Ouais, les japonaises-ries, là. Hein. Putain, ouais, mais les mecs, là. Qui connaît pas Dragon Ball Z en beat 2022 Je parle de Dragon Ball Z plus tard, mais je connais pas, quoi. Enfin bref, voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de monter le K2. Alors, en vrai, pas spécialement, mais m'intéresser à l'alpinisme de haute montagne, comme ça, oui.
Bah ouais, franchement, c'était le but, que ça vous donne envie d'aller voir des reportages, des documentaires, des vidéos. Peut-être qu'il y a des trucs sur Netflix aussi, faut que je me renseigne, mais c'est vraiment un univers qui est magnifique, la montagne. Et pourtant, je suis pas fan de la montagne à la base, mais c'est magnifique. Voilà, c'est la chronique. Oh, ouais. Bah bravo. Ah bah, la chronique, le K2, bah ouais. Bah comme ça, du coup, on a l'explication de pourquoi le K2. Et vous avez même l'explication du nom. Et oui, incroyable. Oula, on va commencer par le Mont Blanc. Bon courage. Ah déjà le Mont Blanc, en vrai, ça serait déjà incroyable, là, le Mont Blanc, incroyable. Hop, Très là. bon dessert, hein, le Mont Blanc. La crème. Hop là. Et oh putain. Un peu d'huile. Ouais. Juste la crème. Je vais mettre ça. Hop. Sans transition. Bah ouais. Non, si, j'ai une transition que je viens de penser à l'instant, mais qui est vraiment Oh pas là mal. là. Le live intro. Ah, le live impro, mais c'était ouais, non, mais c'était cool l'alpinisme. Et du coup, nous passons d'un sport des extrêmes à un sport, à un sport de l'extrême, à un sport des extrêmes, parce que nous avons la NBA avec des experts. Enfin non, c'est le handball. C'est le handball. C'est le handball, les experts. Les mais experts, bon, c'est le vous m'avez handball. compris. Aïe, 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 aïe. Et il y a un ballon rond, c'est pareil. C'est ça, c'est pareil. Vraiment besoin de ta chronique. Il y a un ballon rond, c'est en salle, ça passe. C'est ça, ouais. Explique-nous. Transition intro.